Lyon, 15 mars 2026, 6h15 du matin. Laurent Wauquiez posa lentement son téléphone sur le bureau après un appel avec Emmanuel Macron. L'échange avait été court, presque expéditif, mais lourd de conséquences. Lyon, 15 mars 2026, 6h15 du matin. Laurent Wauquiez posa lentement son téléphone sur le bureau après un appel avec Emmanuel Macron. L'échange avait été court, presque expéditif, mais lourd de conséquences. « Laurent, j'ai besoin de vous à Matignon. Sébastien vient de démissionner. Vous êtes le seul capable de tenir la barre et de sauver ce quinquennat. » Dans son bureau lyonnais, encore plongé dans la fraîcheur de l'aube, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et patron des Républicains ne dissimulait pas sa satisfaction. Un sourire discret mais triomphant se dessinait sur son visage. Après des années passées dans l'opposition à attendre son heure, la porte du pouvoir semblait enfin s'ouvrir. Ce qu'il ne savait pas encore, et c'est là que l'histoire prend un tour presque ironique, c'est que 24 ans plus tard exactement, cet instant d'euphorie deviendrait le prélude au plus spectaculaire revers de toute sa carrière politique. « Enfin !» lança Wauquiez, en se tournant vers ses collaborateurs réunis dans son bureau. Macron vient de réaliser qu'il ne peut pas gouverner sans la droite républicaine pour remettre la France sur les rails. Autour de lui, l'atmosphère vibrait d'excitation. Tout le monde comprenait qu'un moment décisif venait peut-être de commencer. Depuis la démission surprise de Sébastien Lecornu 1 heure plus tôt, le téléphone de Wauquiez n'avait cessé de sonner. Journalistes, élus, responsables politiques, tout le monde voulait connaître sa réaction face à cette crise gouvernementale majeure. Mais l'appel d'Emmanuel Macron avait tout changé. « Mes amis !» déclara Wauquiez à son équipe. « Dans 48 heures, je serai Premier ministre de la République française. Il est temps de préparer notre retour au pouvoir. » Cette perspective n'avait rien d'irréaliste. Laurent Wauquiez, 49 ans, ancien ministre sous Nicolas Sarkozy, président de Région populaire, dirigeait LR d'une main de fer. Sa gestion de la crise COVID en Auvergne-Rhône-Alpes lui avait donné une stature nationale. Et ses critiques mesurées mais fermes de la politique macroniste en avaient fait un recours crédible. « Laurent a le profil parfait », expliquait un proche de Macron ce soir-là. « Il incarne la droite républicaine classique, il possède l'expérience gouvernementale et, surtout, il peut nous apporter les voix LR dont nous avons besoin à l'Assemblée pour gouverner. » Cette alliance LR-LR-EM était dans l'air depuis des mois. Face à la montée de Le Pen et de Mélenchon, les partis centristes cherchaient à faire bloc. La démission de Lecornu offrait l'occasion rêvée de concrétiser cette union. « Nous allons former le gouvernement le plus stable depuis le début du quinquennat », se réjouissait-il. Fini le temps des compromissions avec l'extrême gauche ou l'extrême droite. La France mérite mieux que cela. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Wauquiez convoqua une réunion d'urgence avec les dirigeants LR, car il fallait préparer la future équipe gouvernementale, définir les priorités politiques et surtout gérer la communication autour de cette alliance historique. « C'est un moment crucial pour notre famille politique », expliquait-il aux cadres LR rassemblés dans les locaux du parti à Lyon. Nous avons l'opportunité de revenir au pouvoir dans des conditions honorables, avec un vrai programme, une vraie légitimité. Les présents étaient enthousiastes mais prudents. « Es-tu certain que Macron ne va pas changer d'avis ?» demandait Aurélien Pradier, secrétaire général du parti. « Oui », répondit Wauquiez avec assurance. « Il n'a pas le choix. Sans nous, son quinquennat est fini. » Cette confiance n'était pas infondée. Les sondages montraient que seule une alliance LRE-MLR pourrait rassembler une majorité stable à l'Assemblée nationale. Et Laurent Wauquiez était effectivement le dirigeant LR le plus respecté, capable de faire accepter cette alliance à sa base. « Nous négocierons d'égal à égal », précisait-il à ses troupes. « Pas question d'être les supplétifs de Macron. Nous voulons des ministères régaliens, un vrai poids dans les décisions et l'assurance que nos valeurs seront respectées. » La soirée se prolongea tard dans la nuit. Wauquiez et son équipe travaillaient sur tous les détails. Composition du gouvernement, programme politique, stratégie de communication. L'ancien président de l'UMP, habitué aux négociations de haut niveau, orchestrait tout avec une précision d'horloge. « Demain matin, je prends le premier avion pour Paris », annonçait-il vers minuit. À 10 heures, j'ai rendez-vous à l'Élysée pour finaliser les accords. À 15 heures, nous ferons une déclaration commune avec le président. Et demain soir, je dors à Matignon. L'emploi du temps était parfaitement huilé. Wauquiez avait même prévu l'annonce de sa nomination aux principales rédactions, la composition de son cabinet et les premiers dossiers à traiter en urgence. « Laurent est dans son élément », observait un conseiller. «
Il a attendu ce moment toute sa vie. Voir comment il gère cette transition montre qu'il était vraiment fait pour ce poste. Effectivement, Vauquier rayonnait. Après des années d'opposition parfois difficiles, après les échecs électoraux répétés de la droite, il allait enfin pouvoir mettre ses idées en pratique au plus haut niveau de l'État. Cette nomination va redonner espoir à tous ceux qui croient encore aux valeurs républicaines, déclarait-il à la presse locale avant de partir pour Paris. La France a besoin d'un gouvernement sérieux, expérimenté, qui ne se contente pas de faire de la communication, mais qui agit vraiment. Le voyage en avion vers la capitale fut triomphal. Vauquier était accompagné de ses principaux collaborateurs. Tous, galvanisés par cette perspective, les journalistes présents dans l'avion notaient son assurance, sa sérénité, sa préparation minutieuse. « Il ne montre aucun signe de stress », rapportait un reporter de France Inter. Laurent Vauquier semble vraiment prêt à assumer cette responsabilité historique. L'arrivée à Roissy fut un événement médiatique. Une meute de journalistes attendait le futur premier ministre. Vauquier, élégant dans son costume sombre, répondait aux questions avec le sourire et l'assurance de celui qui maîtrise parfaitement son sujet. « Monsieur Vauquier, comment envisagez-vous cette alliance avec Emmanuel Macron? »« Dans l'intérêt supérieur de la France, » répondait-il. « Nous traversons une période difficile. Et il faut savoir dépasser les clivages partisans pour rassembler les Français autour de l'essentiel. Quelles seront vos premières mesures? Nous nous concentrerons sur l'économie, la sécurité et la réconciliation nationale. La France mérite un gouvernement qui agit, plutôt qu'un gouvernement qui communique. Vauquier était accompagné de ses principaux collaborateurs. Tous étaient galvanisés par cette perspective, et les journalistes présents dans l'avion notaient son assurance, sa sérénité et sa préparation minutieuse. « Il ne montre aucun signe de stress », rapportait un reporter de France Inter. Laurent Vauquier semble vraiment prêt à assumer cette responsabilité historique. L'arrivée à Roissy fut un événement médiatique. Une meute de journalistes attendait le futur premier ministre. Vauquier, élégant dans son costume sombre, répondait aux questions avec le sourire et l'assurance de celui qui maîtrise parfaitement son sujet. « Monsieur Vauquier, comment envisagez-vous cette alliance avec Emmanuel Macron? »« Dans l'intérêt supérieur de la France, » répondait-il. « Nous traversons une période difficile et il faut savoir dépasser les clivages partisans pour rassembler les Français autour de l'essentiel. Quelles seront vos premières mesures? Nous nous concentrerons sur l'économie, la sécurité et la réconciliation nationale. La France mérite un gouvernement qui agit, plutôt qu'un gouvernement qui communique. Sébastien ne tiendra peut-être pas jusqu'à la fin du quinquennat. « Monsieur le Président, » coupa Vauquier d'une voix blanche, « vous venez de détruire ma crédibilité politique. Comment voulez-vous que j'explique cela à mes troupes, à la presse, à la France? » L'entrevue se terminait dans un froid glacial. Vauquier repartait de l'Élysée humilié, furieux, désabusé. En l'espace de quelques minutes, ses rêves de Matignon s'étaient transformés en cauchemars politiques. La sortie de l'Élysée fut un calvaire. Les journalistes qui l'avaient vu entrer triomphant le voyaient ressortir défait. « Monsieur Vauquier, confirmez-vous votre nomination? Y aura-t-il un gouvernement LR-LR-EM? » Les questions fusaient, mais Vauquier restait muet, le visage fermé. « Pas de commentaire pour le moment », lâchait-il finalement avant de monter dans sa voiture officielle. Mais son expression trahissait son amertume et sa colère. Le trajet de retour vers son hôtel fut silencieux. Vauquier, prostré, consultait compulsivement son téléphone. Les messages affluaient. Journalistes demandant des précisions, cadres LR inquiets, conseillers cherchant à comprendre. Comment expliquer l'inexplicable, se demandait un proche. Laurent était à 2 doigts d'être premier ministre et tout s'effondrait à cause du caprice de Lecornu. Car c'est bien ici que la situation était perçue dans l'entourage de Vauquier. Lecornu avait joué avec les nerfs de tout le monde, provoqué une crise artificielle, fait miroiter une alternance pour finalement revenir sur sa décision comme un enfant capricieux. « C'est un manque de respect total envers les institutions », rageait un député LR. « On ne joue pas avec la fonction de premier ministre comme cela. » L'humiliation était d'autant plus grande que tout avait été préparé, annoncé, médiatisé. Vauquier avait mobilisé toute son équipe, préparé son gouvernement, donné des interviews, et maintenant, il devait tout annuler. À 13h, la nouvelle officielle tombait. Sébastien Lecornu retirait sa démission et reprenait ses fonctions de premier ministre. Le communiqué de l'Élysée était lapidaire, mais il signait l'arrêt de mort des ambitions matignonesques de Vauquier. Laurent était anéanti, témoignait un collaborateur.
Il avait tout misé sur cette nomination, et voir tout s'effondrer en quelques heures était insupportable. La conférence de presse improvisée à 14 heures fut un exercice de style douloureux. Vauquier, devant une trentaine de journalistes dans les salons de son hôtel parisien, tentait de sauver la face. « Les circonstances ont évolué », déclarait-il d'une voix tendue. « Monsieur Lecornu a souhaité poursuivre sa mission et nous respectons cette décision. » Mais les questions étaient impitoyables. « Monsieur Vauquier, avez-vous le sentiment d'avoir été utilisé? Comment qualifiez-vous ce retournement? LR va-t-elle maintenir sa confiance en Emmanuel Macron? » Chaque question était un coup de poignard. Vauquier tentait de garder sa dignité, mais l'exercice était cruel. « Nous verrons dans les prochains jours quelle position adopter », éludait-il visiblement. L'impact médiatique fut dévastateur. Tous les journaux du soir titraient sur l'humiliation Vauquier, le fiasco de l'alliance LR-LREM. Les caricaturistes s'en donnaient à cœur joie, représentant Vauquier avec une valise à la main devant les grilles de Matignon. « C'est le syndrome du premier ministre fantôme », ironisait un éditorialiste, qui a vécu 24 heures de rêve qui se sont transformées en cauchemars éveillés. Mais le pire était à venir. Dans les jours qui suivirent, les révélations s'enchaînaient. Des fuites savamment orchestrées montraient que Lecornu n'avait jamais vraiment eu l'intention de démissionner définitivement. C'était un coup de pression sur Macron, expliquait un proche du premier ministre. Sébastien voulait obtenir certaines garanties, certaines concessions. Sa prétendue démission n'était qu'un moyen de négociation. Ces révélations achevaient de ridiculiser Vauquier. Non seulement il avait été écarté au dernier moment, mais en plus il avait été l'instrument involontaire d'un chantage politique. Laurent a été utilisé comme un pion, reconnaissait un dirigeant LR. Lecornu s'est servi de lui pour faire pression sur l'Élysée. C'est humiliant. Une onde de choc traversait les Républicains. Beaucoup reprochaient à leur président d'avoir été trop naïf, d'avoir cru trop facilement aux promesses macronistes. « Comment peut-on être aussi crédule ?» interrogeait un député LR. Laurent aurait dû se méfier. En politique, tant que ce n'est pas signé, rien n'est acquis. Vauquier tentait de limiter les dégâts en interne. « Nous avons agi dans l'intérêt de la France », se justifiait-il devant le bureau politique du parti. Si l'opportunité s'était présentée, nous aurions eu tort de la refuser. Mais les critiques s'intensifiaient. Certains cadres LR réclamaient sa démission de la présidence du parti. « Laurent a perdu toute crédibilité », murmurait-on dans les couloirs. Comment peut-il continuer à nous diriger après ce fiasco? La droite républicaine était divisée. D'un côté, les fidèles de Vauquier minimisaient l'incident. « C'est de la politique », relativisait-il. « Ces choses arrivent. » De l'autre, ses opposants internes saisissaient l'occasion pour l'affaiblir. « Cette affaire révèle l'amateurisme de Laurent », attaquait un rival. « Un vrai chef politique ne se serait pas fait avoir comme cela. » Les sondages confirmaient l'ampleur des dégâts. La cote de popularité de Vauquier chutait de 15 points en une semaine. Les Français retenaient surtout l'image d'un homme politique manipulé, humilié, utilisé. L'opinion publique est impitoyable avec les perdants, analysait un sondeur. Vauquier paie le prix fort de cet épisode ridicule. 3 semaines après le fiasco, Vauquier tenta un retour lors d'un grand meeting à Lyon devant 2000 militants LR. Il essayait de reprendre l'offensive. « Mes amis, nous avons vécu des moments difficiles, admettait-il, mais nous ne devons pas nous laisser abattre. La droite républicaine a encore son rôle à jouer dans l'avenir de la France. » Mais l'ambiance n'était plus la même. Les applaudissements étaient moins nourris, les sourires moins spontanés. L'autorité de Vauquier était durablement écornée. « Laurent essaie de faire comme si rien ne s'était passé », observait un militant. Mais tout le monde a en tête ces 24 heures où il s'est fait humilier publiquement. Les conséquences politiques étaient lourdes. L'alliance LR-LREM, qui semblait possible quelques semaines plus tôt, était désormais impensable. La méfiance régnait entre les deux camps. Après ce qui s'est passé avec Laurent, comment faire confiance à Macron? S'interrogeait un cadre LR. Il nous a manipulés une fois, il recommencera. Du côté macroniste, on tentait de minimiser l'incident. C'était un malentendu, prétendait un ministre. Les circonstances ont évolué rapidement, c'est tout. Mais dans les faits, cette affaire avait durablement compliqué les relations entre le centre et la droite. Vauquier était devenu infréquentable pour Macron, et réciproquement. Laurent ne pardonnera jamais cette humiliation, prédisait un observateur politique. Et Macron sait qu'il ne peut plus lui faire confiance. 6 mois plus tard, lors du congrès LR de décembre 2026, les cicatrices n'étaient pas encore refermées. Vauquier faisait face à plusieurs candidats pour sa succession à la tête du parti. « L'affaire Matignon nous poursuit encore », reconnaissait un délégué.
Laurent reste marqué par cet épisode. Beaucoup se demandent s'il peut encore nous mener à la victoire. La campagne interne fut acharnée. Les adversaires de Vauquier n'hésitaient pas à rappeler son fiasco de mars 2026. « Si c'était à refaire, je referais la même chose », assurait-il. Mais le mal était fait. Au troisième tour du Congrès, Laurent Wauquiez était battu de justesse par Valérie Pécresse, de retour en politique après sa défaite présidentielle. « C'est la fin d'une époque », commentait un journaliste politique. L'humiliation de Wauquiez par le cornu a finalement coûté la présidence de LR au président de région. Dans son discours de passation, Wauquiez tentait de garder la tête haute. « J'ai servi ce parti de mon mieux », déclarait-il. « Mes successeurs sauront faire mieux que moi. » Mais dans les couloirs, l'amertume était palpable. Laurent ne se remet pas de cette histoire, confiait un proche. Il se sent encore trahi par Macron et le cornu. Aujourd'hui, près de 2 ans après cet épisode, Laurent Wauquiez continue d'exercer ses fonctions de président de région en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais sa carrière nationale semble définitivement compromise. Ces 24 heures ont cassé sa dynamique politique, analyse un biographe. Laurent était sur une trajectoire ascendante et tout s'est arrêté à cause de ce fiasco. L'homme politique habitué au succès a du mal à digérer cette humiliation publique. Il en parle encore souvent, témoigne un collaborateur. C'est resté comme une blessure ouverte, car au-delà de l'échec politique, c'est l'orgueil de Wauquiez qui a été touché. Habitué à maîtriser son destin, il s'est retrouvé joué par les manœuvres d'autrui. Laurent a appris à ses dépens que la politique parisienne était impitoyable, philosophe un ancien ministre. Il était peut-être trop provincial pour ces jeux-là. Quant à Sébastien Lecornu, il continue de diriger le gouvernement français avec succès. Sa manœuvre de mars 2026, si elle a détruit Wauquiez, lui a permis de consolider sa position. Sébastien a montré qu'il était un tacticien redoutable, reconnaît un adversaire. Il a éliminé un concurrent potentiel tout en renforçant sa propre autorité. Cette affaire restera comme un cas d'école de manipulation politique. En l'espace de 24 heures, un homme a vu ses rêves de grandeur se transformer en cauchemar public, victime d'un jeu dont il ne maîtrisait pas les règles. C'est la politique dans ce qu'elle a de plus cruel, conclut un politologue. Wauquiez a payé le prix fort de sa naïveté. Et Lecornu a montré qu'en politique, tous les coups sont permis. L'histoire jugera si cette manœuvre était légitime ou si elle relevait de la manipulation pure et simple. Mais une chose est certaine, Laurent Wauquiez en garde encore les stigmates et ces 24 heures resteront probablement comme l'épisode le plus douloureux de sa carrière politique. 2 ans plus tard, des révélations explosives changèrent la donne. Un ancien conseiller de l'Élysée révélait dans ses mémoires que Lecornu avait orchestré sa fausse démission pour tester l'opposition et éliminer ses concurrents. « J'ai été l'instrument d'une manipulation cynique », déclara Wauquiez dans une interview à France 2. Cette révélation relança l'intérêt pour l'affaire et réhabilita progressivement l'ancien président de LR. En octobre 2027, Wauquiez déposa une plainte pour manipulation. « Les Français ont le droit de savoir si leur démocratie est manipulée », promettait-il, passant à l'offensive après 2 ans de profil bas. Cette renaissance politique de Wauquiez culmina lors des élections européennes de 2028. Menant la liste, il obtenait un score inespéré de 18%, confirmant son retour sur le devant de la scène. « C'est la victoire de la vérité sur la manipulation », déclarait-il le soir du scrutin. Ce succès électoral marquait la fin de la traversée du désert pour l'ancien président de région. Dans chacune de ses interventions, il rappelait l'épisode de mars 2026, le présentant comme le symbole de la dérive du système politique français. Ce discours trouvait un écho croissant dans l'électorat déçu par les révélations gouvernementales. « C'est un retournement spectaculaire », observait un institut de sondage. En 2 ans, les rôles se sont inversés. Wauquiez est passé du statut de loser à celui de victime respectable. Cette popularité retrouvée relançait naturellement les spéculations sur l'avenir politique de l'ancien président de LR. Beaucoup y voyaient un candidat crédible pour l'élection présidentielle de 2030. Il a l'expérience, la légitimité et surtout cette aura de martyr qui peut séduire un électorat en quête d'authenticité, disait-on. Lui-même entretenait le suspense. « Je verrai le moment venu », répondait-il aux questions sur ses ambitions présidentielles. Pour l'instant, je me concentre sur mon travail de reconstruction de la droite républicaine, car c'était bien là son objectif principal. Rebâtir après les années de crise, et son parcours personnel, fait de chute et de renaissance, en faisait le symbole parfait de cette reconstruction. Laurent incarne la résilience, expliquait un cadre du parti. Il a traversé l'épreuve la plus dure et il en est sorti grandi. C'est exactement ce dont la droite a besoin. Cette dimension symbolique de son parcours donnait à Wauquiez une autorité morale que peu de ses concurrents pouvaient revendiquer.
Il était l'homme qui avait résisté aux manipulations du pouvoir et en était sorti vainqueur. Mon histoire personnelle rejoint l'histoire de notre famille politique, déclarait-il lors d'un meeting. Nous avons été humiliés, manipulés, méprisés. Mais nous avons survécu et nous revenons plus forts. Aujourd'hui, près de 3 ans après ces 24 heures qui ont failli briser sa carrière, Laurent Wauquiez peut mesurer le chemin parcouru. Celui qui était sorti humilié de l'Élysée en mars 2026 est redevenu un acteur majeur de la politique française. Ces 24 heures ont été les plus difficiles de ma vie politique, confie-t-il dans ses rares moments d'intimité. Mais paradoxalement, elles m'ont aussi appris l'essentiel. En politique comme ailleurs, on ne grandit que dans l'épreuve. Cette philosophie de l'épreuve surmontée nourrit aujourd'hui son action politique. Wauquiez se présente comme l'homme qui a appris de ses erreurs, qui a payé le prix de sa naïveté et en a tiré les leçons. « Je ne referai plus jamais les mêmes erreurs », promet-il. « L'expérience m'a rendu plus méfiant, mais aussi plus déterminé. Mes adversaires peuvent compter sur moi pour ne plus me laisser manipuler. » Cette détermination nouvelle inquiète ses adversaires politiques. Le Wauquiez de 2028 n'est plus le même homme que celui de 2026. L'épreuve l'a endurci, aguerri, rendu plus redoutable. Laurent est devenu un adversaire beaucoup plus coriace, reconnaît un ministre. Son humiliation l'a transformé. Il ne laissera plus rien passer. Et effectivement, dans ses nouvelles fonctions de président du groupe LR au Sénat, poste qu'il a obtenu en septembre 2027, Wauquiez fait preuve d'une combativité remarquable contre le gouvernement Lecornu. Chaque intervention, chaque amendement, chaque prise de position semble portée par le souvenir de cette humiliation de mars 2026. C'est sa vengeance, analyse un journaliste parlementaire. Laurent fait payer à Lecornu, loi après loi, débat après débat, l'humiliation qui lui a été infligée. Cette stratégie de harcèlement parlementaire porte ses fruits. Le gouvernement Lecornu, qui bénéficiait jusqu'alors d'une certaine tranquillité au Sénat, doit désormais compter avec une opposition beaucoup plus organisée et vindicative. Wauquiez a transformé le groupe LR en machine de guerre, constate un sénateur de la majorité. Ils sont sur tous les fronts avec une efficacité redoutable. Cette efficacité retrouvée de l'opposition sénatoriale complique singulièrement la tâche de Lecornu. Le premier ministre, habitué à gouverner sans contrainte parlementaire majeure, découvre les inconvénients d'avoir un adversaire motivé par la revanche. Sébastien commence à regretter son coup de 2026, confie un proche. En humiliant Wauquiez, il s'est créé un ennemi acharné. Politiquement, c'était une erreur, car au-delà de la dimension personnelle, cette guerre parlementaire a des conséquences politiques concrètes. Plusieurs projets gouvernementaux importants ont été retardés ou modifiés sous la pression de l'opposition sénatoriale menée par Wauquiez. Laurent a compris que le Sénat était sa base de reconquête, explique un constitutionnaliste. Il utilise cette institution pour redevenir incontournable dans le débat national, et la stratégie fonctionne. Média après média, commentateur après commentateur, tous reconnaissent aujourd'hui que Wauquiez est redevenu un poids lourd de la politique française. Son retour est l'un des plus spectaculaires de la vie publique, estime un historien politique. Peu d'hommes politiques ont su transformer une telle humiliation en succès. Cette renaissance politique de Wauquiez pose évidemment la question de l'avenir. À 52 ans, l'ancien président de région a encore de longues années devant lui et beaucoup parient qu'il n'a pas dit son dernier mot. Laurent a une revanche à prendre, prédit un de ses proches. Ces 24 heures de mars 2026 l'obsèdent encore. Il n'aura de cesse que lorsqu'il aura rendu l'appareil à ceux qui l'ont humilié. Cette soif de revanche pourrait bien être le moteur de la prochaine étape de sa carrière. Car si Wauquiez a reconquis sa place dans le paysage politique, il n'a pas encore obtenu la réparation complète qu'il estime méritée. Le vrai règlement de compte aura lieu lors de la prochaine élection présidentielle, prophétise un analyste. Si Laurent se présente, ce sera autant pour conquérir l'Élysée que pour prendre sa revanche sur ceux qui l'ont trahi. En attendant cette échéance, Laurent Wauquiez continue de porter les stigmates de ces 24 heures qui ont failli briser sa carrière. Mais aujourd'hui, ces stigmates sont devenus des médailles. L'humiliation s'est muée en légitimité, la naïveté en expérience, la défaite en tremplin. L'histoire de ces 24 heures restera comme l'un des épisodes les plus troublants de la politique française contemporaine. Elle illustre à la fois la cruauté du jeu politique et la capacité de résistance